Laurent Milker, donc le patron d'Etam. Laurent, moi c'est ça qui me passionne, enfin qui doit vous aussi vous passionner. Donc il y a eu des hauts, des bas, des chocs, etc. On va pas refaire l'histoire. Comment est-ce qu'on maintient la cohésion des équipes ? Ouais, c'est le plus gros sujet. Et on se posait la question encore hier en Comex de dire est-ce que on peut plus se réunir tous ensemble, hein, donc on a vraiment maintenu une journée par semaine maximum, donc on est à 20% d'effectifs maximum à Clichy. Alors c'est pas réparti selon les typologies de métiers de manière équivalente. Ouais. Au siège, les magasins ils sont sur le terrain. Moi pour ceux qui sont ouverts, et il y a ceux qui sont fermés. Donc on a de la newsletter, on fait les heures sup, on utilise les personnes des magasins fermés pour aller travailler dans les magasins ouverts, pour conserver le lien, l'appétence du terrain, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Lors du premier confinement, on avait tout fermé. Et en fait, c'est plus simple, quasiment, de tout fermer que dans la situation actuelle où on a la moitié de nos magasins, en l'occurrence en France, nous, qui sont fermés. À l'étranger, selon les pays, c'est à géométrie... Plus de 1400 magasins, je ne l'ai pas dit, mais c'est plus de 1400 magasins. Exactement, à géométrie variable. Et donc, du coup, quand tout est fermé, en fait, on a une espèce de méthode pour tout le monde. Là, aujourd'hui, c'est à deux vitesses. Vous avez les mêmes typologies de salariés, avec la même implication dans l'entreprise. Certains, ils sont tous les jours face aux clients dans leur magasin, avec des flux qui sont corrects, finalement, parce qu'il y a un peu de report quand même des magasins dans les espaces de plus de 20 000 m² ou 10 000 ou 5 000 selon les typologies de confinement locaux, qui se répartissent dans le centre-ville. Alors, on récupère 10-15 points de chiffre d'affaires. Et donc, ceux qui sont fermés, c'est vrai qu'ils souffrent parce qu'il y a une forme de jalousie qui s'installe. Et en fait, on réalise que les Français, en tout cas, nous, on a 5 000 salariés en France, elles demandent, parce que c'est des femmes, elles demandent d'aller travailler, en fait. Tout le monde demande d'aller sur son lieu de travail et d'aller travailler. Et donc, on a un certain nombre de dispositifs sous forme de gaming, sous forme de newsletter. Comment ça gaming? Attends, mais moi, ça m'intéresse. Comment ça gaming? Il y a des applis. Des petits concours, des petits questionnaires avec des choses à gagner, avec des notes et des points, etc. Pour dire, on sait que vous êtes toujours là. On sait que vous êtes là, on vous fait participer. Voilà, vous êtes au cœur de la famille, vous êtes au cœur du truc. On vous demande votre avis aussi, ça c'est très important. Donc on leur demande leur avis sous forme de questionnaire assez régulièrement pour les tenir au contact de l'entreprise et qu'elles sentent qu'elles ont une importance. Le plus difficile, ça a été pour les gens au siège qui sciemment on a dit voilà, ce poste-là, en fait, on peut le mettre de côté temporairement et le mettre en chômage partiel quand le chiffre d'affaires a trop baissé. Et ces gens-là, ils se disent finalement, on n'a pas besoin de moi parce qu'en fait, l'entreprise, elle continue à tourner en partie. Et moi, je suis la personne à qui on a mis 100% d'heures en activité partielle. Et donc ça a été très difficile. Mais c'est vrai que du coup, les entreprises, on a réalisé aussi qu'on devait s'organiser un petit peu différemment, hein, parce que les paris-centres ont bougé. Celui qui se retrouve à 100% activité partielle, dans ton esprit, il n'est pas du tout en dehors de l'entreprise. Simplement, là, c'est une telle chute de chiffre d'affaires que tu n'en as plus besoin. Mais et il y a des choses qu'on accepte de faire en mode dégradé. En fait, on est obligé de travailler en mode dégradé. On faisait l'exemple. On prend une entreprise comme Undies aujourd'hui. On a 60. Undies, c'est la marque de lingerie plus jeune du groupe. On a aujourd'hui en France, avec les mesures actuelles, on a 3/4 de notre chiffre d'affaires magasin qui disparaît. Pour autant, on se dit, mais on est organisé de telle sorte qu'on a besoin quasiment de tout le monde sur le pont. Mais on n'a plus les moyens d'avoir tout le monde sur le pont quand on baisse de 75% son chiffre d'affaires magasin. Alors les autres 25, là, ils récupèrent une vingtaine de pourcents, donc on perd 70 au total en magasin. On récupère une partie en web. Donc au total, on perd 55% de chiffre d'affaires, mais 55% de chiffre d'affaires de perte, de baisse, sans visibilité. Et c'est normal qu'on n'ait pas de visibilité compte tenu de la situation actuelle. On ne peut pas reprocher de ne pas avoir de visibilité. On peut dire, il faut nous donner une date. Donner une date quand les courbes sont comme ça, c'est pas de date, la meilleure date possible. Hein. Parfaitement. Donc la réalité, et là, on doit faire le choix de dire, ça, on va le faire un peu moins bien. On s'est habitué à travailler différemment. Et celui qu'on laisse de côté, on lui dit, écoute... on lui explique. Voilà. Et comme on est une entreprise familiale, qu'on a revu en 2020, pour motiver les équipes aussi, on a revu nos objectifs à la baisse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, beaucoup d'entreprises ont dit, OK, le traumatisme, il est tel que finalement, je gagnais 100 l'année dernière, je vais perdre 50 ou 100 cette année, donc il y aura des bonus pour personne. C'est une façon de faire des économies. Nous, on a eu la chance de pas mal traverser cette crise quand même, parce qu'on a même réussi à se désendetter pendant cette crise qui est assez unique pour un retailer. Mais on a revu les objectifs à la baisse. Et sur le terrain, on dit, OK, le mois prochain, en fait, si vous faites moins 20, finalement, compte tenu de tout ce qui se passe, c'est pas mal par rapport à nos hypothèses et par rapport au contexte. Super. Au siège, on leur a dit, OK, les mecs, en fait, si on arrive à améliorer notre BFR, notre besoin en fonds de roulement, si on arrive à sortir un EBITDA minable, mais qui est quand même
légèrement positif. Alors, tout le management au sens large, c'est une centaine de personnes. On a revu leurs objectifs pour que tout le monde se bagarre sur cet objectif. Sinon, c'est hyper démotivant. On vous dit au début d'année, allez, on va faire nos 10% d'EBITDA ou 12 ou machin, ok, hein, et puis tout le monde sait que c'est plus possible le 15 mars, en fait. Et après, on travaille pour quoi, en fait ? À fond. Donc, et là, du coup, je pense que les gens se sont défoncés et que ça a créé plus de valeur, que le coût qui a été significatif des bonus qui ont été versés est très important en fait. Quasiment une des années où on a versé le plus de bonus finalement. Pour autant, je pense que les gens se sont dépassés pour apporter plus que ce que ça a coûté l'entreprise. Et ça crée une cohésion d'équipe. Ça m'amène à une autre question. C'est que tu le dis toi-même, tu récupères du trafic sur le web. Ça va rester ça. Dans ton mix, il va y avoir un changement. Bien sûr qu'il va y avoir un changement, mais le changement il avait déjà démarré en fait. En fait, c'est un accélérateur. Tout ce qui se passe là, c'est un accélérateur. Je pense que le vrai changement qui n'aurait jamais eu lieu, c'est le télétravail. Le télétravail, il va rester d'une manière ou d'une autre, adapté selon les types d'entreprises et les métiers, etc. Mais il va rester. Et ça, je pense que le télétravail, il existait un petit peu, mais il aurait continué à exister un petit peu si on n'était pas passé par cette époque dite Covid. Sur le e-commerce, clairement, on s'est aperçu qu'on pouvait tous faire tout d'un coup des semaines à 25, 30 ou 100% de chiffre d'affaires en e-commerce, puisque tout était fermé à un moment donné. Pour le coup, c'est ultra e-commerçable quand même ce que tu vends. C'est ultra e-commerçable. Et d'ailleurs, la dernière étude Kantar le montre. On parle de transfert, donc il y a transfert de canaux, donc du canal physique au canal digital. Mais en ce moment où les sites ouverts sont encore à l'air libre, sont encore ouverts quand les gros centres commerciaux sont fermés, nous on a fait le choix de ne pas être en zone de périphérie, en considérant que le mix concurrentiel en zone de périphérie, c'est à côté d'un Ikea, Kiabi, Gémeaux, La Halle, etc. sont très en scène de périphérie. Et nous on a fait le choix de ne pas se développer nos marques là-dessus parce que Inditex, Zara et compagnie ne se développent pas là, H&M ne se développe pas là, et donc on considère que notre environnement concurrentiel, on le veut un peu plus haut de gamme, on va dire, et marketé, un peu plus centre-ville. Et pour autant, Gémeaux, Kiabi sont des entreprises qui font un remarquable travail, mais c'était notre mix. Et donc on a une trentaine de magasins seulement sur nos 770 magasins français dans ces zones de périphérie. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, elles gagnent énormément en fait. Achat facile, à l'air libre, je me garde devant, ça reste ouvert, etc. Donc on perd en part de marché face à ces acteurs-là, on perd en part de marché face à la grande distribution. Finalement, et on le voit clairement dans l'étude Kantar, en ayant fait une relativement bonne année compte tenu du contexte en lingerie, on a perdu un peu en part de marché face à la grande distribution. Donc c'est vrai que quand on écoute Carrefour, Leclerc dire on a fait une année exceptionnelle en 2020, c'est pas lié au Covid, c'est beaucoup lié au Covid. Non, et au travail de fond d'Alexandre Bompard qui fait du travail, évidemment, mais ça a aidé. Donc quand il y a eu ce sketch là des non essentiels, etc. et tout, en fait c'était super important. Tu sais, quand les supermarchés ils ont dû mettre des. Mais moi je considère que c'était normal en fait, parce que à J+1 du confinement, enfin de la fermeture des commerces dits non essentiels à l'époque, le Carrefour lançait des promotions sur le jouet. Ouais. C'est faire ou pas dans ce cas, il faut encadrer. J'en sais rien. Leclerc, il est venu, il dit sur le jouet, vous avez deux gros acteurs. En fait, c'est des grosses centrales comme nous. On est en train de raconter n'importe quoi aux Français. Bon, enfin voilà. Bref, de toute façon, je voulais pas refaire l'histoire. Mais ça, à la limite, je veux dire, la réalité, c'est que on est partagé entre sauver son entreprise, sauver ses parts de marché comme on peut, et on est obligé aussi de regarder l'équation globale. Et ce que fait le gouvernement aujourd'hui, c'est dire, ok, il faut que cette économie elle tourne. On voit d'ailleurs la bourse elle résiste, etc. Et il y a 30 000 commerces qui sont fermés en France. À l'échelle macro, c'est pas un problème. Et donc, quelque part, c'est une décision qui était nécessaire. Est-ce qu'elle est raisonnable? Est-ce que c'est la bonne décision? On voit que dans les sites de 20 000 m², en fait, on contamine pas plus que dans un autre site parce qu'en fait, il y a plus d'espace, etc. On veut éviter les transhumances de personnes. La finalement, compensation, justement. Mais il n'y en a pas pour l'instant. Il y a le chômage partiel, qui est très généreux en France. Mais une entreprise comme la nôtre, le chômage partiel, c'est absolument pas suffisant. Nous, on a réussi à s'en sortir parce qu'on a négocié nos loyers avec nos bailleurs. Ouais. Il y a eu une médiation qui a à moitié échoué. Mais en tout cas, nous, on a réussi à négocier quelque chose de raisonnable. Ou public, non, il y a eu à l'époque du premier confinement à l'initiative de Bruno Le Maire sur en novembre. Après, il y a eu la défiscalisation, extrêmement compliqué parce que pour nous, une entreprise de notre taille, pour éviter que les gros groupes internationaux puissent en profiter, on a mis un système qui est capé en taille et en montant. Donc nous, en fait, c'est 11% de nos loyers, le crédit d'impôt qu'on peut octroyer. Et c'est nous qui devons octroyer le crédit d'impôt. Donc on l'a fait un petit peu, ça a permis de négocier, mais en gros, on fait moitié-moitié ou un peu plus d'abandon pour le bailleur que pour nous parce que nos bilans sont pas exactement les mêmes. Nous, le poids des stocks, c'est etc. de l'abandon. C'est important. De l'abandon, c'est pas dur. Nous, on arrive à discuter de l'abandon. Ouais. On arrive et tout. Et c'est quoi la durée de la relation commerciale? Tous les acteurs. J'ai quelques assureurs dont je vais pas citer les noms, qui sont propriétaires d'actifs de centre-ville, qui aujourd'hui nous disent non, c'est que du report.
que du report, moi je vais au tribunal. Et la réalité, c'est que les premiers jugements, ils vont en notre faveur. Nous, ce qu'on milite depuis le début, et on l'a écrit avec Maître Ginestier, qui était notre avocat de famille historique, un garçon absolument brillant, c'est que le fondamental du droit au bail, c'est qu'on nous doit une louissance libre de notre local, en échange de quoi le propriétaire il prend lui le risque de l'immobilier, donc la plus-value immobilière, et nous on prend le risque du commerce. Cette licence libre, elle n'a pas existé du fait du prince, mais c'est indépendamment du contrat. Donc la prestation, elle n'existe pas, elle n'est pas due. Si vous commandez 12 voitures, non, mais j'ai compris, tout le monde a compris, tout le monde a compris. Et ça tient en justice, ça. Bah, pour l'instant, les premières décisions, elles sont dans notre sens. Donc je dis quelque part à ces acteurs qui veulent pas négocier et qui disent quoi qu'il arrive, les assureurs, vous devez payer vos loyers qui sont dus. La prestation, elle n'a pas existé. Le loyer, il y a la présidente du tribunal de commerce, enfin la patronne d'ailleurs de tous les tribunaux de commerce de France, mais celle d'Evry qui est venue ici, et elle dit un truc, elle dit, vous savez, on va regarder en fait la durée de la relation commerciale. C'est-à-dire, si vous êtes ensemble depuis 25 ans, c'est pas possible que le bailleur vous dise non, vous payez, etc. et vous mette le couteau sous la gorge. Voilà. Donc, il y a des éléments comme ça aussi qui sont importants. Et c'est sûr que les tribunaux de commerce vont regarder ça de très près. La réalité, c'est que. Ça m'intéresse ce que tu me dis sur les assureurs qui vont venir bientôt. Là, donc, les bailleurs avec lesquels, alors ils vont vous trouver 2-3 exemples pour dire l'inverse, mais la réalité, nous, c'est à peu près 100%. Que ce soit des Français ou des étrangers. Alors que les foncières, par exemple, elles sont plus. Mais parce qu'on a une vraie relation dans la durée. Mais voilà, c'est ça. Quand vous êtes avec un assureur, il a son très bel actif dans Paris. Il vous dit vous me devez tant par mois, et moi je dis j'ai pas envie, mais il dit quelque part est-ce qu'il a d'autres locaux à me louer à l'avenir, est-ce qu'on a une relation? Non, mais avec Unibail-Rodamco, je dois trouver un accord parce que j'ai 76 sites avec Unibail-Rodamco, parce que je vais en fermer, je vais en ouvrir, on va les bouger, on va faire plus grand, on va faire plus beau, et on va travailler ensemble. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont les plus beaux sites, les plus chers mais les plus beaux, et que après un peu à l'américaine, après se friter de manière un peu sévère, finalement on arrive toujours à trouver un accord qui permet de construire l'avenir. Et en fait je pense que c'est chaque pan de l'économie dans cette période doit quelque part s'unir et travailler ensemble pour trouver le meilleur équilibre pour que tous les acteurs puissent survivre et construire un avenir. Je reviens sur des aides, il n'y en a pas, parce que au mois de novembre, pour le coup, l'ensemble des magasins qui ont été fermés administrativement, il y avait une partie du chiffre d'affaires qui était complètement prise en charge par l'État. Ce dispositif n'a pas été reconduit pour la fermeture des centres commerciaux. La réalité, ça fonctionne pas pour les grandes entreprises en fait. Ah, d'accord. Ça fonctionne pour les entreprises de. D'accord. C'est plafonné à 200 000 euros. Ok. En fait. Donc c'est là mon erreur. La perte aujourd'hui, nous depuis le début de l'année, on a déjà perdu 22% de notre chiffre d'affaires. Voilà. Et là, on estime que sur mars-avril, on va perdre encore 35 millions de plus de chiffre d'affaires. Donc les 200 000 euros, c'est malheureusement pour nous, c'est très bien d'aider les plus petits commerçants. Rappelle-nous ton chiffre d'affaires d'ailleurs. L'année dernière, on a fait 750 en baisse d'une petite vingtaine de pourcents par rapport à l'année précédente. L'année un peu moins, c'est 16% de baisse. Donc on a le e-commerce qui a beaucoup progressé, qui a doublé. On a fait 100 millions hors taxes de chiffre d'affaires en e-commerce. Quand je dis e-commerce, c'est sur nos propres sites. Donc ça devient un acteur significatif. On est premier acteur de lingerie en France en e-commerce et en physique. Donc sur les deux canaux. Donc on fait notre travail. Mais c'est vrai que là en ce moment, on peut pas demander une réouverture. Il ne faut pas la demander, je considère que ça serait irresponsable de la demander. Par contre, c'est vrai que l'aide que demande le ministère de l'économie sous l'impulsion de Bruno Le Maire, qui est de dire on va vous payer vos loyers, charges comprises, et quelque part, vous allez reverser une partie significative aux bailleurs et garder le reliquat pour payer vos autres frais. C'est une aide assez généreuse parce qu'elle ne serait pas plafonnée. Maintenant, elle doit être validée par Bruxelles. Est-ce que Bruxelles va accepter ça? Parce qu'il faut un équilibre. Il y a toujours le sujet. Et donc, du coup, nous, on est dans l'expectative. On a passé un mois. On est fermé, on ne sait pas quelle aide on va avoir. Les bailleurs dans les centres commerciaux ne nous demandent pas de loyer parce que tout le monde attend de savoir quelle va être la règle qui va être fixée. On va avoir la même chose sur le mois de mars, probablement la même chose sur le mois d'avril malheureusement. Et après quand on réouvre par contre, il faut vraiment que tous les sites puissent réouvrir. Il faut qu'on mette en place les bonnes mesures sanitaires quand on va réouvrir, quand on sera en capacité de réouvrir. La réalité, un grand site ou un petit site, on ne peut pas laisser les centres commerciaux fermés pendant encore 6 mois. Mais je t'ai entendu dire, tu voudrais même d'une sorte... j'ai appelé ça un espèce de grand vide-grenier. C'est-à-dire, j'ai l'impression que quand tu souhaites, quand ça va réouvrir, parce qu'à un moment quand même, on va sortir de tout ça, qu'il y ait une ouverture très très large en termes de soldes, de promotion, de tout ce qu'on veut, pour permettre de vider les stocks, quoi, et d'essayer de retrouver du BFR, justement. On en parlait des BFR. Moi, je dis les choses un petit peu différemment. Je pense qu'effectivement, là, quand on va ouvrir, il faut qu'on donne un peu de liberté aux commerçants pour pouvoir écouler les surstocks. Alors, nous, on n'est pas encore dans une situation de surstock parce qu'on a anticipé dans nos budgets que le premier semestre est compliqué. Donc, pour l'instant, on a un peu trop. On va réussir à les écouler. Mais c'est vrai qu'il y a des acteurs qui achètent plus long terme, qui se retrouvent avec des stocks absolument incroyables, avec tous leurs magasins fermés, parce que certains ont 50% de leurs magasins fermés comme nous. Et alors, ont 100% de leurs magasins. On fait quoi alors? Donc, il faut effectivement accepter qu'on puisse vendre en dessous
dessous de son prix de revient pendant un certain temps à la sortie, à la réouverture des magasins. Mais plus globalement, ça c'est tactique. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est dans un monde de la RSE, aussi, et on va forcément aborder ce sujet à un moment donné. Et dans ce monde de la RSE, non, mais c'est pas grave, parce qu'on en parle tellement qu'à un moment donné, on tourne en boucle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il faut mieux acheter, etc. Et ça, on le fait, on a notre label WeCare et compagnie. Par contre, il faudrait, dans l'idéal, il faudrait qu'on achète moins, qu'on vende moins de pièces. Mais sauf qu'on doit développer nos entreprises, nous, développer l'emploi, la richesse, etc. Donc, si on dérégulait les soldes, si on arrêtait de dire en France, les soldes, c'est le 25 juin ou le dernier mercredi. Ah oui, mais là, c'est une mesure structurelle que. Ouais, mais il n'y a plus que la France et la Belgique qui ont ce truc-là. Oui, mais alors bon, là, ouais, d'accord. Et ça aiderait en fait à ne pas gonfler ses stocks, parce qu'on sait que même si ça a baissé, que les premiers jours de solde, il faut avoir plein de stocks pour le vendre, démarquer, etc. Ouais. Et ça, c'est il y a un fonctionnement pervers dans l'histoire. C'est hyper pervers. Ouais, ça, c'est et clair, en fait, le web, il fait ses promotions en permanence. Donc en fait, là pour le coup, c'est une espèce de truc à l'ancienne. On s'accroche à nos magasins, mais la réalité du marché, il n'est plus comme ça. Qu'est-ce que tu as appris pendant cette crise ? D'abord, l'importance de la famille, quand on était enfermé pendant 2 mois. Et de voir ses petits-enfants grandir et déjeuner avec eux tous les jours. Ça, c'est le premier. Ah, tiens, ils sont là, ceux-là. Ça, c'est un truc sympa. Non, ce qu'on a appris, c'est que quand on bosse bien ensemble, on arrive à trouver des solutions. En travaillant en petits groupes, on arrive à retrouver cette agilité que les entreprises d'une taille comme la nôtre commencent déjà à perdre par rapport et le sentiment d'urgence de dire bon, on ne peut plus réunir le banc, l'arrière-banc, tout le monde, réfléchir. On est en Teams, on met 6 personnes, il faut décider à la sortie de la réunion, il faut que ça avance, et du coup on a pu avancer beaucoup plus vite. Beaucoup de chefs d'entreprise me parlent, comme tu m'en as parlé d'un mot, de l'attachement très très fort en fait de l'ensemble des salariés à la marque, qu'ils n'avaient peut-être pas en tête à ce point-là. Plus qu'à la marque, c'est à la société, en fait. Enfin, voilà, à la société. Qu'ils n'avaient peut-être pas en tête à ce point-là. Non, mais le sujet, c'est il faut que j'en sois digne maintenant. Enfin, il y a quelque chose dans le rapport avec l'ensemble de tes équipes qui a peut-être changé. Complètement d'accord. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses, mais qui semblaient pas grand-chose au moment où on l'a fait. On a fait le maximum qui nous est passé par la tête, en brainstormant, etc. Et quand on a réouvert nos magasins, dans toutes mes visites magasins, tout le monde m'a remercié d'avoir gardé le contact et les petites vidéos envoyées sur les réseaux internes. Et merci d'avoir été là, Laurent, etc. Il va falloir. J'ai fait que ça. Il va falloir continuer. C'est ça le truc. C'est dans ma culture et dans notre culture d'être super proche de nos collaborateurs. Et donc demain, je me prends l'avion pour aller voir 2 magasins au bout de la France, parce que tous nos magasins sont fermés, mais parce qu'il faut être encore sur le terrain, en province, voir tout le monde, etc. Et donc d'être très proche du terrain dans le retail. Si on le fait pas, en fait, on fait pas du retail. Et je pense que la transformation, elle passe par les humains dans l'entreprise. Et donc dans le retail, en fait, si on n'aime pas les gens, et si vous parlez avec Michel-Édouard Leclerc, je veux dire, il aime ses équipes, Michel-Édouard Leclerc. Hein. Donc je veux dire, et c'est pour ça aussi qu'il fonctionne. C'est charnel. C'est charnel. Donc, et c'est absolument nécessaire. Laurent, il me reste 1 minute. Ça va repartir. Jean-Paul Agon qui est venu là. Jean-Paul Agon qui est venu. Ça va être un feu d'artifice de rouge à lèvres. Ça va être un feu d'artifice de petites culottes. Tu sens quelque chose de très fort quand ça va partir. Alors, je pense que ça va être très fort sur tous les éléments de vie, en fait, ce qui va redonner envie de vivre. En fait, je pense que la restauration va repartir très fort. Je pense que le voyage de tourisme va repartir très fort. Le voyage d'affaires, il va être pas mal changé avec les Teams et Zoom et Co. Est-ce que la lingerie va partir très fort? La lingerie, elle a mieux résisté parce qu'on s'est plus équipé en lingerie à l'intérieur. Ouais, je comprends. Et du coup, je pense que le prêt-à-porter va repartir très fort. Je pense pas que la lingerie va baisser. Mais est-ce que nous, on va profiter autant de ça comme on a résisté? Je suis pas certain. Je pense que les magasins vont repartir. Et en France, ce qu'on voit, et c'est vrai que l'action du gouvernement, on peut la juger là-dessus. On est dans 52 pays. Tous les 52 pays ont confiné, déconfiné, à leur sauce chacun. Le seul pays qui repart tout de suite, quasi quand on déconfine, c'est la France. Et c'est vrai qu'il y a une poche de pouvoir d'achat qui a été préservée, qui est de l'épargne, qui pose d'autres problèmes. Hein. C'est ce que j'allais te dire, Laurent. À quel prix? Voilà. Non, mais qui pose d'autres problèmes. C'est un autre problème. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Laurent Milchior, le passionné patron d'Etam, était notre premier invité sur Bismart.